Bonjour. Bonjour, Bonjour. macaron, Petit gâteau, Croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abattu, Bâton. casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut tout le monde, comment allez-vous? Soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je reçois un invité dont j'avais hâte de recevoir ici, de parler avec elle, de faire cet échange. Euh, Plus connu, en fait, je l'ai connu à travers sa belle page Instagram et après sur son blog. Plus connu au réseau sous le nom des Au pays du Baobab. Comment ça va, Marianne? Ça va et toi? Bonjour à tous. Voilà, ça va très très bien, mais mieux maintenant. Euh, alors, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment Bah, un merci grand... à toi d'avoir pensé à moi. Vraiment, de savoir qu'au pays du baobab résonne jusqu'au Brésil, je suis quand même un peu flattée. Oui, mais en fait, et ça c'est incroyable même, hein, parce que ça me parle beaucoup. Le travail que tu fais me parle beaucoup même. Parce que c'est un travail en fait ancestral, hein, donc Exactement, de recherche qui concerne, on aura l'occasion d'en parler, mais vraiment les mondes africains et leur diaspora, et bien sûr le Brésil en fait largement partie. ouais, voilà. Donc en fait, quand j'ai vu la page, déjà le long, ça attire l'attention déjà, et après j'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire des petites, oui, des flâner un petit peu là, et j'ai dit, bon, ah non, ouais, c'est ça, il faut qu'on en parle, quoi. Cette Ah bah, recherche, elle est en moi aussi, quoi. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent aussi, hein. Mais bon, normalement, on commence avec cette toute première question, que c'est, Marianne, qui es-tu à la queue de la boulangerie? ouais, j'allais te répondre, celle qui regarde si elle a assez de monnaie pour acheter son pain, parce que tu sais, quand, quand tu es à la boulangerie, enfin pendant longtemps maintenant, bon, il y a les cartes bancaires, mais il fallait toujours avoir de la monnaie. Et le réflexe était toujours de savoir si j'avais assez de monnaie pour acheter mon pain. Mais peut-être si je vais au-delà de la question, parce que j'imagine c'est pour mieux me connaître, si j'avais à me présenter un peu. Et honnêtement, je vais pas me présenter à travers ce que je fais dans la vie, mais plutôt qui je suis, ma personnalité. Et, euh, et je dirais que je suis vraiment une personne curieuse, curieuse de voir ce qu'est l'homme, ce qu'il y a au fond de lui, sa diversité, curieuse de ce qu'est l'humanité, sa complexité. Je suis une personne qui observe beaucoup le monde, les personnes, l'environnement, qui observe le monde dans ce qu'il était parce que j'aime beaucoup l'histoire, en ce qu'il est aujourd'hui, avec toutes ses ambiguïtés, ses problématiques et aussi sa beauté, et aussi qui imagine ce qu'il deviendra un jour, si tout se passe bien, si cette planète reste qu'elle est. Et dans le monde, disons, réel, dans mon quotidien, ben, je suis blogueuse, donc j'ai un blog qui s'appelle Au pays du Baobab et qui se dédie à la littérature et à l'histoire africaine, mais je suis aussi chroniqueuse radio toujours sur des thèmes littéraires et consultante sur des salons du livre, enfin tout ce qui peut être soutien à des initiatives liées à la littérature. Donc, je peux travailler sur des événements, sur la communication, sur la structure, ou je peux aussi écrire des articles en tant que pigiste sur la littérature. Donc voilà, j'ai essayé de recréer tout un monde professionnel autour de ce qui est devenu ma passion il y a fraîchement quelques années. Voilà, donc plus ou moins qui je suis, Meriem, derrière au pays du Baobab. Ah, voilà. Mais comment tu as fait pour transformer ta passion en profession? Parce que ça, c'est pas évident pour tout le monde. Ah, ça c'est très difficile, hein. Je vais pas, je vais pas vendre du rêve, hein. Mais avant, ce que je faisais, enfin, je travaillais dans les achats, dans une entreprise ici à La Défense à Paris, donc parcours classique, plus ou moins.
Et en parallèle, enfin, depuis que je suis étudiante, j'ai toujours été très impliquée dans des associations citoyennes. Et celle où je suis restée très longtemps était autour de la diplomatie, des relations internationales. Et donc, c'était par exemple une association qui permettait de donner la voix aux jeunes dans tout ce qui était institutions internationales, aux décisions politiques. Et souvent, dans cette association, on me mettait beaucoup sur des sujets liés à l'Afrique, moi-même étant africaine dans le sens où je suis marocaine et malienne. Donc, au fur et à mesure des années qui passaient, au début, je trouvais ça génial. Mais au fur et à mesure des années qui passaient, j'ai comme ça à me questionner sur pourquoi est-ce que on m'a associé cette image au-delà de mes pays, hein, de mes nationalités. En fait, je voulais savoir ce que ça signifiait pour moi. Est-ce que c'était du marketing politique ou est-ce que pour moi, ça avait une réelle signification? Dans le sens, qu'est-ce que je défendais, qu'est-ce qu'était l'Afrique, qu'est-ce que je représentais. Donc, j'ai commencé à chercher des réponses vis-à-vis de ça. Euh, et les réponses, je les ai trouvées dans les livres. C'était mes meilleurs soutiens. Mais dans le monde littéraire, il y a plusieurs voix, dans le sens où chaque livre est porté par la voix de son auteur. Donc, par exemple, généralement, un spécialiste politique européen va parler d'un sujet lié à l'Afrique. Et ben, un historien ou un chercheur africain en parlera différemment. Donc, j'ai pris un parti pris en me disant, les livres que j'ai envie de lire, j'ai envie qu'ils soient écrits par des intellectuels africains, des romanciers africains. Je veux vraiment avoir cette vision interne de ce qu'est l'Afrique. Et au fur et à mesure, en fait, je cherchais des livres sur Internet, par exemple, en me disant, ben, je vais chercher. Je ne trouvais pas un endroit où je pouvais vraiment avoir cette synthèse de livres qui parlaient de l'Afrique de manière, disons, interne. Et c'est de là qu'est venue la création d'OP du Baobab, tout simplement, parce que je ne trouvais pas ce lieu, on va dire, sur les réseaux, ni ce lieu communautaire à l'étranger ou ici à Paris où j'habite. Donc, je l'ai créé tout simplement. Et ça a commencé comment? Ben, en lisant des romans d'auteurs africains. Mais en parallèle, ce que je voulais faire, c'était pas uniquement lire des histoires, c'était vraiment les lier à l'histoire avec un grand H. Parce que quand on lit un roman d'un auteur africain, il y a tout un contexte historique, social, économique dans ce livre-là qu'il faut maîtriser, culturel. Et donc, je me suis dit, la meilleure manière, en fait, de comprendre ces livres, c'est aussi de s'intéresser à l'histoire. Et la meilleure manière de s'intéresser à l'histoire, c'est de lire des livres qui parlent de cette histoire. Donc, c'est un chemin lié qui, pour moi, était nécessaire. Et c'est pour ça que le blog, pardon, tourne vraiment autour de ces deux grands thèmes, l'histoire et la littérature de l'Afrique et des Afriques plus largement. Et donc, dans le blog, il y a toute une partie liée aux fiches pays. Donc, ça me prend énormément de temps. Il n'y a pas tous les pays, donc j'avance au fur et à mesure. Et le problème, c'est que plus on avance, plus j'ai envie de mettre des choses. Donc, les fiches pays du début ne sont plus les fiches pays Ouais. d'aujourd'hui. Et en parallèle, il y a des sujets, des chroniques littéraires. Là, dernièrement, j'ai rajouté des biographies d'auteurs. Donc, voilà, j'avance petit à petit. Et au fait, quand je me suis lancée dans ce chemin, j'ai compris qu'il y avait vraiment un besoin. Un besoin au niveau des médias, des radios, parce que voilà, j'ai été invitée à participer en tant que chroniqueuse à ces thèmes de radio. Et il y a aussi des initiatives ici qui sont nées de ça. Il y a le Salon du livre africain qui est né et de plus en plus de personnes créent des salons, des rencontres, des événements. Et ils avaient besoin, disons, de connaisseurs, entre guillemets, et je pense que le blog m'a beaucoup aidé, la page Instagram, à m'associer cette image, je dirais pas d'experts, parce qu'il y a de grands experts, mais peut-être de connaisseuses du monde littéraire dans le sens où j'essaie de le donner de manière ludique, donc accessible. Et donc, un salon, c'est fait pour rendre quelque chose d'accessible, de partager une connaissance aux masses. Et c'est enfin, petit à petit que j'ai commencé un petit peu à me dire, bah, je vais peut-être quitter mon métier à la défense pour me dédier à cet autre chemin professionnel. Et voilà, c'est là où j'en suis. Donc, j'ai commencé le blog, je pense, début 2020. Donc, ça fait environ 2 ans maintenant. Ah, c'est super, hein. Voilà. Mais Et je dirais pas que c'est simple de travailler de sa passion.
On reviendra peut-être sur le mot passion, mais peut-être que si on a l'opportunité de le faire, de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour soi. Oui, il fallait dire à Louise au début du podcast que travaille avec ce que tu aimes et tu n'aimeras plus rien. Donc, Exactement. donc parfois, il faut régler un peu le travail et la passion hein, quand même. Exactement. C'est pas simple. Je ne veux pas dire quelque chose de fou, mais si on peut se le permettre, si on sent qu'il y a quelque chose qui peut vraiment nous permettre de nous épanouir, d'essayer. Il ne faut pas tout lâcher du jour au lendemain, c'est peut-être trop dangereux, mais d'essayer petit à petit, de voir si on peut essayer. Et même travailler de sa passion, c'est comme du travail normal, hein, parce que c'est des contraintes, c'est beaucoup de travail, on s'y implique 10 000 fois plus parce qu'on a envie de bien faire les choses, mais on n'a qu'une vie, hein, comme on dit. Oui, oui. Ah, mais c'est intéressant parce que tu as commencé avec une petite blague là, que tu as la queue de la boulangerie. Oui. Là, tu cherchais de séparer la monnaie. Et maintenant, tu me dis que tu essaies de séparer la littérature africaine, de tout cataloguer. Il y a cet esprit historien, même au moment d'aller à la boulangerie, quand même, hein, de séparer la monnaie, quoi. Ah oui, puis il faut bien voir après. Mais moi, ouais, j'essaie d'être efficace, il faut aller directement. Parce que bon, la boulangerie, c'est rapide, hein. Il y a des gens Ouais. qui attendent derrière. Non, en fait, la boulangerie à Paris, quand j'y étais, j'étais un peu terrifié parce qu'ici, dans ma ville, au Brésil, la boulangerie, en fait, c'est un peu différente là. En fait, c'est très différent. Tu y entres, tu peux, toi-même, tu prends les choses. C'est un peu comme un petit marché, tu vois. Tu entres, il y a le pain d'un côté, il y a des choses, des sucreries, des petites choses partout. Tu prends ce que tu veux, après tu pèses, tu passes à la personne qui va Oui. peser, après tu vas à la caissière, tu prends ton temps tranquillement, c'est ça. Tu peux te promener dans la boulangerie et tout. Mais à Paris, quand je suis allé, la femme était comme ça. Et vous, monsieur? Et Suivant. je ne Et savais pas oui, qu'est-ce ouais, que je c'est faisais dans rapide. les choses. En fait, c'était un peu comme ça. Elle était presque comme ça. C'est ça, hein. Ici, c'est rapide, la boulangerie. Donc, avant de rentrer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut Oui, préparer en sa fait. monnaie. Donc, Oui, c'est drôle. Et je lui ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que je veux, ce que je veux, madame. Et elle a dit, non, prends la tradition. Alors, vite, allez. oui, la tradition, Voilà. on est obligé de prendre une tradition en allant à la boulangerie. Ah oui. Bon, apprends ton histoire. La réponse est dans les livres. C'est la première chose qu'on lit quand on entre sur ta page Instagram. Mhm. Alors, Marianne, est-ce que tu as appris ton histoire? Alors, quand j'ai commencé le blog, naturellement, j'ai commencé par étudier l'histoire du Maroc et du Mali. Comme je t'ai dit, moi, je suis issue de ce métissage. Donc, et j'ai commencé même par le Mali, parce que moi, je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc, mais j'ai pas le même ancrage culturel qu'au Mali. Et donc, mon réflexe, c'était justement de commencer par le Mali et après de faire le Maroc. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup apaisée. C'est comme si, bon, je ne vais pas comparer ça, mais c'est comme si on était un petit peu orphelin et qu'on faisait connaissance avec ses parents. Malgré le stress, il y a quand même un soulagement de savoir qui est son parent. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, j'ai commencé à continuer en faisant les pays par affinité. Parce qu'en Afrique, il y a vraiment des gros foyers culturels comme l'espace mandingue vers le Mali, le Congo, l'Afrique du Nord. Donc tout ça, c'est vraiment des gros groupes culturels qui ont été scindés en petits pays. Mais par exemple, le Congo, c'est un espace culturel extrêmement riche et fascinant. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, mes meilleurs compagnons dans cette aventure, c'était vraiment les livres. Donc, moi, j'insiste beaucoup ici à Paris, il y a vraiment des recherches identitaires. Il faut savoir qu'en France, notre couleur de peau parle pour nous. Et donc, naturellement, il y a cette question qui revient et qui dit, on a beau être français, il y a une question qui revient souvent, mais tu viens d'où? Quelle est ton origine?
Donc, il y a toujours ce rapport, ce renvoi à l'origine. Par exemple, moi, je suis maroco-malienne au Maroc, mais l'identité marocaine n'est pas construite comme ça, dans le sens où dès qu'on est marocain, on est marocain, on ne nous demande pas d'où on vient. Il n'y a pas ce rapport au fait à la couleur de peau, mais en France, c'est très ancré. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui même, ils sont français, mais vont te dire, je suis ivoirien, je suis sénégalais, je suis... Voilà, même s'ils sont nés et ont grandi en France. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui ont ce rapport à leur identité originelle. Et quand on leur renvoie à ça, euh, ont comme une sorte, pas de blessure, mais de recherche identitaire. Et la meilleure manière, peut-être, dans un premier temps, je ne dis pas qu'il faut se limiter au livre, dans un premier temps, c'est de couvrir cette brèche en comprenant mieux à quoi est liée cette identité. Généralement, c'est lié à l'histoire. Donc, quelle est notre histoire? Et l'histoire ramène la culture, l'histoire ramène l'économie, l'histoire explique le rapport politique actuel. Et la première réponse qu'on peut trouver est certainement dans les livres. Parce que les livres, voilà, c'est des supports, on va dire, de mémoire qui figent un moment de l'histoire et qui nous permettent de savoir à un moment donné ce que les gens ressentaient, ce qu'ils pensaient, ce qui se passait. Donc la première réponse, peut-être, est dans les livres. Après, l'idée, c'est vraiment que les livres soient un élan dans cette recherche peut-être identitaire, dans cette blessure identitaire à un petit peu guérir. Et c'est ce que je dis aux gens, la première chose que vous devez faire vraiment, c'est d'apprendre votre histoire. Avant d'aller avoir des revendications, peut-être politiques, économiques, sociales ou quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on se dit ivoirien, de savoir ce que ça signifie d'être ivoirien à minima dans l'histoire. Et les livres sont d'excellents supports. Et à Paris, il y a des livres partout. Voilà, il y a des bibliothèques à chaque coin. Même ici, il y a des bibliothèques qui sont spécialisées en histoire africaine, des bibliothèques municipales, ce qui fait que les livres sont gratuits, etc. Mais il faut apprendre, c'est vraiment de l'impératif, il faut que ça vienne de soi. Les gens, je ne pourrais pas faire le travail à la place des gens. Moi, je suis juste peut-être une petite étincelle dans la nuit, le ciel sombre. Voilà, il faut qu'il y ait cette démarche personnelle, il faut qu'il y ait cet impératif personnel d'aller soi-même chercher les choses, apprendre les choses. Et moi, ce que je propose comme solution, c'est bien sûr les livres. Donc, c'est cette première étape, c'est cette première solution, moi, que je propose. Donc, et quand je vois, moi, ce que ça m'a permis dans cette démarche personnelle, c'est vraiment de mieux comprendre mon identité africaine, mieux savoir la défendre, mieux me positionner par rapport à certains sujets et déconstruire énormément de clichés. Énormément de clichés sur ce qu'était l'Afrique avant, ce qu'elle a pu apporter à l'humanité, ce dont quoi elle a été déchue, ce dont quoi... Enfin, parce que chaque peuple a apporté quelque chose à l'humanité. Aujourd'hui, voilà, on est dans une temporalité où une identité absorbe toute l'évolution du monde dans son discours, ce qui est totalement faux et inégalitaire. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de savoir ce que notre peuple a pu apporter à l'humanité. Et quand j'ai fait cette démarche-là, sincèrement, il y a un deuxième point. Pour moi, c'était indispensable de le partager. Parce que je me disais pas, je vais apprendre toute seule, moi, et puis, enfin, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était nécessaire de le partager parce que je sentais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ce besoin, d'autres personnes qui voulaient être orientées. Et je me suis dit, moi, je vais le faire, je vais le faire. Et voilà, de toute façon, au fur et à mesure, je pense qu'il y aura une sorte de démarche d'élan général et communautaire. Et moi, maintenant, ce que je vois avec le blog, c'est moi, quand je partage une information, il y a d'autres personnes qui ajoutent des informations, il y a plus de débats, etc. Donc, on est en train de se nourrir mutuellement. Et moi, ce que j'aime énormément dans mon blog, c'est que euh, toutes tous les échanges que j'ai avec les personnes sont fondamentalement constructifs. Il n'y a pas, voilà, je ne suis pas dans un sujet de débordement où il y a des insultes ou machin. Non, même quand les gens ne sont pas d'accord, c'est toujours de manière constructive. Et si moi, je peux apporter le débat sur la place publique, eh ben, moi, je suis très, très heureuse de le faire. Et après, apprendre, il n'y a pas de limite au savoir. Ça, c'est très frustrant à un moment donné parce que j'ai fait les fiches Mali, Maroc, etc. Et j'y reviens de temps en temps pour les mises à jour. Là, cet été, je viens de finir les mises à jour.
Et c'est invraisemblable comme les limites du savoir sont infinies. Donc voilà, j'encourage toutes les personnes qui sont dans cette démarche-là, que ce soit aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité africaine, mais je sais qu'au Brésil, il y a d'autres identités aussi qui sont présentes. Voilà, de prendre pour compagnons de route tous les intellectuels de leur communauté qui ont mis sur papier ou sur tout support artistique ou intellectuel des choses, de les valoriser, de les soutenir parce que ça permet aussi de les pérenniser dans le temps et de donner à chaque communauté dans le monde sa place dans l'histoire de l'humanité. Les livres sont d'excellents compagnons. Après, notre rôle, c'est de l'apprendre, de les structurer, de les garder en mémoire pour qu'elles puissent rester dans le temps et comme ça équilibrer l'apport de chaque peuple dans l'histoire de l'humanité. Incroyable. Euh, bon, en fait, oui, déjà sur cette chose d'origine que tu as parlé au début, c'est vraiment étonnant comme en France, ça c'est un thème dont il parle même, ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et par contre, j'ai découvert qu'au niveau politique, au niveau scientifique, on ne peut pas en parler. J'ai parlé avec une de nos invités, une femme a dit qu'elle a fait une recherche en France, des masters, et elle était interdite c'était en prison, dans les prisons françaises. Et c'était interdit de classifier les gens par la race, par l'origine. Mais par contre, tout le temps, dans la rue, ils nous classifient, ils sont en train de nous demander de nos origines. Et ça, c'est bizarre parce que par contre, ici au Brésil, on fait beaucoup de recherches basées sur l'origine, mais on n'en parle pas dans la rue tout le temps. Donc, Moi aussi, c'est vrai, on m'a fait plusieurs fois la remarque d'ailleurs, quand j'ai échangé principalement avec des Nord-Américains. Et justement, il y avait cet échange pour au fait stimuler l'égalité des chances. Et ils posaient la question de savoir, ben, on peut, en fonction des statistiques, et je leur disais, en France, c'est impossible. Au nom du principe de l'égalité républicaine, l'égalité républicaine en disant que chaque citoyen est égal, qu'importe sa race, sa couleur, son origine, sa religion, ses croyances religieuses. Donc, il n'y a pas de statistiques liées à ça au nom de l'égalité citoyenne républicaine. Mais dans les faits, on a en France un rapport très complexe avec l'origine, c'est-à-dire euh, l'identité française. Qu'est-ce que l'identité française? Est-ce que c'est l'identité française de souche blanc, catholique, etc. Ou est-ce que c'est toutes les communautés qui ont fait partie de l'histoire de France et qui aujourd'hui fondent l'identité française? Parce que la France est étalée au-delà de ses frontières. Donc, elle a créé des rapports avec d'autres communautés qui aujourd'hui font partie de sa communauté. Mais comme je t'ai dit, moi au Maroc, par exemple, il n'y a pas ce rapport à la couleur de peau. Parce qu'il y a un fort patriotisme qui a été créé au Maroc et donc il y a des Marocains blonds, noirs, etc. Après, il y a d'autres thématiques qui sont liées par rapport aux critères de beauté. Ben, le critère de beauté, c'est une femme blanche, les cheveux longs. Oui, il y a ça, mais sur la citoyenneté, c'est-à-dire, c'est pas parce que moi je suis noire qu'on va me dire t'es pas marocaine ou tu viens d'où. Mais en exactement. France, naturellement, on va me dire et c'est quoi Ouais. tes origines? Parce C'est que quoi t'es ton pas métier? trop français, hein? C'est quoi tes origines? Oui, non, mais voilà. Donc, pour ne pas avoir cette question, il faut être blanc de peau déjà nécessairement. Ouais. Et c'est la seule manière d'éviter cette question. Ouais. Et à propos de tes origines, tu as connu tes origines après, quand tu as commencé tes recherches, ou depuis toujours, tu savais déjà que tes parents, c'est direct cette origine, ta maman, ton papa, comment ça est? Mon papa est malien, ma mère est marocaine, et moi, je suis née et j'ai grandi au Maroc. Ah, Donc, wow. Mhm. j'ai jamais eu de... Aussi, dans ma définition identitaire, elle est complètement différente, je trouve, des personnes qui sont nées en France et qui ont évolué en France. Moi, j'ai eu la chance euh, de parler les langues du Maroc, etc., de bien être ancrée dans la culture. Côté malien, quand j'étais petite, on y allait souvent, je connais ma famille, donc je sais ce qu'est le Mali, mais j'ai pas le même ancrage, on va dire, culturel. Donc, moi, j'ai été élevée dans un foyer où nos pays ont toujours été une source de fierté.
Dire, il y a eu énormément de tolérance. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des foyers, par exemple, où on va discréditer l'origine d'un parent, où on va le mettre de côté. Oui, voilà, il y aura un rapport, on va dire, peut-être distendu. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Donc, ma mère a toujours encouragé toute démarche culturelle vis-à-vis du Mali. Mon père a toujours encouragé toute démarche culturelle vis-à-vis du Maroc. Énormément de tolérance. Et après, je suis venue en France et en soi, il y a toujours eu en moi cette culture française. Donc, je suis dans un triptyque, une identité où il y a la France, l'Europe, le Maroc, c'est tout ce qui est Afrique du Nord, culture à influence arabe, arabo-musulmane, et il y a l'Afrique noire où il y a tout ce rapport aussi culturel différent. Donc, moi, mon objectif à long terme, c'est vraiment que ces trois cultures soient sur un pied d'égalité en termes de connaissances personnelles. Je ne voulais pas me dire maroco-malienne, mais savoir que culturellement, je suis française à 70%. Donc, voilà, il y a tout un travail de remise à niveau. Dans le sens où, si je dis que je suis franco-maroco-malienne, il faut que je puisse l'assumer et l'être pleinement. Mais ça vient d'une démarche personnelle, vraiment. Et chacun, libre à lui, l'équilibrage qu'il veut faire dans le cadre de son identité. Mais moi, je vois les choses ainsi. Étant donné qu'on me renvoie toujours à cette image de t'es marocaine et malienne, eh ben très bien, il n'y a pas de problème. Mais je vois que c'est à moi de faire ce rééquilibrage identitaire. Oui, c'est très beau ce que tu dis des, des- de s'exprimer c'est voir comme ça et se montrer comme ça et être comme ça. Récemment, j'ai vu une influenceuse brésilienne qui a dit sois exprès, hein. Prends ton temps pour décider, c'est un peu basé en Nietzsche aussi, pour trouver qu'est-ce que tu aimes et après que tu trouves ce que tu veux être, sois exprès, hein. Exactement. Voilà. Exactement. Faut toujours se dire, bon, la vie n'est pas simple pour beaucoup de personnes, etc. Donc moi, je suis pas là en train de dire il faut faire ça, ça ou ça. Je ne donne pas il n'y a pas l'archétype parfait. Moi, je défends encore une fois ma vision personnelle, le travail que je veux faire, et je respecte toute vision de soi que les gens peuvent avoir. Après, moi, comme je dis, j'ai fait le travail pour moi, je le partage, et libre à chacun de voir le cheminement qu'il veut faire en fonction des moyens qu'il a. Encore une fois, moi aussi, j'ai choisi le livre parce que c'est un outil assez accessible, même économiquement, même maintenant, il y a beaucoup les e-books, etc. Donc, on peut se permettre, ou même d'emprunter à la bibliothèque, parce que parfois, se dire je vais aller, c'est un choc culturel, c'est un choc culturel émotionnel. Moi, par exemple, si j'avais grandi ici et que du jour au lendemain, on me répète que je suis malienne, 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 je me dis, oh, le seul moyen de savoir si je suis malienne, c'est d'aller au Mali, je vis un choc culturel intense et un choc émotionnel. Parce que ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir peut-être avec ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser. Donc, le livre peut être une première étape dans ce cheminement. On lit, on s'imprègne, on voit comment est la culture, comment les personnes vivent certains faits culturels, certains faits historiques. Euh, et après, partir ou s'ancrer dans une communauté, c'est une autre démarche. Mais moi, je trouverais ça un peu dommage de vivre le choc émotionnel, culturel et se dire non, non, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Il y a une transition à faire qui doit être douce. Parce que voilà, si du jour au lendemain, c'est équivalent à moi de me dire, bah, du jour au lendemain, je vais au Brésil. C'est un pays voilà, que je ne connais pas, je vais devoir recomprendre les codes d'une société, quelle est leur culture, leurs traumatismes sociaux, politiques. Donc il y a tout ça dans un peuple. Et pour reprendre sa place, on va dire, dans son peuple, il faut y aller doucement, il faut prendre le temps. C'est comme construire un château, ça prend du temps. Et voilà, faut l'accepter, faut le faire petit à petit et normalement ça aura encore plus de sens. Voilà. Ouais. Oui, je suis totalement d'accord. Et une autre chose que je voudrais revenir, c'est la question du partage que tu as touché.
Et c'est intéressant parce que, bon, c'est évident que moi, ça est en moi aussi, hein. Je me sens parfois comme un petit enfant dans un labyrinthe qui a eu du mal de trouver la sortie. Et après que je la trouve, j'essaie de laisser des petits morceaux de pain pour les autres qui sont là aussi, hein. Mais récemment, j'ai commencé à faire une recherche autour des religions d'origine africaine ici au Brésil. Et j'ai vu que il y a cette culture de partage, même des sociétés, hein, qui parfois ça fait différent d'une culture européenne et que c'est très centré en soi dans le sujet, hein, un sujet séparé, unique, hein, un sujet qui n'est pas en communauté, qui est par hasard en communauté, mais tout tourne autour du sujet même, hein. Oui. Et je pense que cette idée de partager, cette envie de partager, peut-être qu'il vient de ça même, hein, de cette culture des communautés même. Ça vient d'un sentiment. Ça m'a pris vraiment naturellement où je me suis dit, je vois tellement de personnes qui se posent ces questions et moi, je me suis dit, si je peux apporter quelque chose, si je peux ne serait-ce que partager mes recherches et que ça devienne un vrai sujet de discussion et que les gens puissent avoir leur base et évoluer, parce que vraiment, les sujets liés autour de l'Afrique sont des sujets bourrés de clichés, bourrés de mensonges et bourrés on va dire, de clichés que nous-mêmes, Africains, portons. Donc, il y a toute cette démarche de déconstruction dont on a besoin en termes de communauté et dont on doit avoir les bons outils pour la faire. Et voilà, pour moi, parce que voilà, toute cette, on va dire, cette, ces activités politiques que j'avais et mes échanges avec des personnes qui étaient à l'Union africaine, etc., m'ont fait réaliser que j'étais sur, je sais pas que je n'étais pas sur la bonne voie, mais j'étais sur une voie illusoire. Et cette prise de conscience, moi, je voulais la partager parce que je sais que beaucoup d'entre nous voulons la voir. Et voilà, pour moi, le partage dans le sens de pouvoir potentiellement donner à une communauté les outils d'avancer, euh, c'était nécessaire. Je ne me voyais pas lire, écrire, dire des choses. Pour moi, ça manquait de sens. C'était trop individuel et, et vraiment, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, l'esprit communautaire autour de cette démarche de recherche, d'échange, de déconstruction, et c'est fou parce que quand je suis rentrée dans ce domaine-là, en fait, ça m'a fait réaliser qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ces démarches-là et ça a créé une sorte de microcosme, même ici à Paris. Et ça grossit, ça grossit, ça grossit dans le bon sens. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et je pense que mon initiative peut en stimuler une autre, peut en créer une autre, ça crée des liens, etc. Et je vois des choses magnifiques qui se créent, des auteurs qui font auteur jeunesse qui commence ses déconstructions dès le bas âge, des personnes qui voyagent partout pour justement déconstruire ces clichés-là, donner aux gens une autre vision de l'Afrique, des personnes qui créent des ateliers d'écriture autour de cela, euh, tellement de choses magnifiques que je pense qu'on se stimule les uns les autres. Donc finalement, c'est que des avantages pour nous tous. Oui, oui, c'est ça. Ouais, puisqu'on en parle Quand on fait quelque chose de bien, faut le partager. oui, voilà, voilà, c'est ça. Parce que parfois, quand on découvre, après une recherche, une longue recherche, quand on découvre une chose, on se dit, oh mon Dieu, j'aurais su ça. C'est C'est fou, hein? n'est-ce pas? Parfois. Donc, on a cette envie de dire, non, c'est ici, hein, c'est plus... Coupe ces chemins-là, cette route, c'est pas nécessaire d'aller là-bas, va directement ici, c'est plus vite, hein. Exactement. Euh, bon, puisqu'on en parle déjà, est-ce qu'il y a des religions d'origine africaine en France? Il n'y a pas, il n'y a pas des sortes, je pense, et il y a effectivement des spiritualités dans les montagnes, mais pas à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait, il y a peut-être des églises,
Le réveil comme au Congo, mais c'est des églises, enfin, c'est des églises basées sur la Bible. Donc ça, oui, ça existe. Mais après, pas à ma connaissance, peut-être que oui. Je ne sais pas s'il y a des sortes de lieux religieux, d'institutions religieuses vraiment bien implantées en France, par exemple du candomblé ou sur le Vaudo, etc., où on peut pratiquer cela. Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, on est vraiment, parce que malheureusement, ces religions souffrent d'énormément de clichés négatifs. On peut les associer bassement à de la sorcellerie, ce qui n'est pas le cas. Mais je ne pense pas, peut-être que je me trompe, qu'il y ait des institutions religieuses autour de spiritualité africaine. Aujourd'hui, on commence à peine, de ce que j'ai compris, à nous demander ce que c'est, si on peut les pratiquer. J'ai même lu un livre, enfin, il y a des livres comme ça sur les prières, kamites, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait des institutions vraiment autour de ça. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour l'instant, je n'ai pas eu écho vraiment d'une grosse institution religieuse autour de ça, ici à Paris. Oui, oui, je demande par curiosité personnelle même parce que, en fait, au Brésil, on en parle beaucoup, mais quand même, il y a beaucoup de préjugés, comme tu as dit, hein. Au Brésil, c'est cette même relation de la sorcellerie et tout, avec des religions d'origine africaine. Mm. Chaque fois un peu moins, grâce au travail continu des gens qui, De voilà, construction. des déconstructions et tout et tout. Mm. Euh, Mais il y mais a c'est aux vrai. Antilles, par exemple. Aux Antilles, oui. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui les pratiquent, mais je pense que ça souffre encore de beaucoup de clichés, de préjugés. Mais au vu de l'histoire et de la traite, etc., ben, ça s'est bien... Et ça s'est mélangé à d'autres spirituels locales, des Amérindiens, etc. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus pratiquées aux Antilles, je pense, qu'en métropole même. Oui, oui, peut-être, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, bon, sur ton blog, une chose qui m'a attiré l'attention au milieu de tout, c'était que tu as indiqué trois épopées africaines à Mhm. découvrir. Et bon, pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui caractérise une épopée déjà? Une épopée, comme je disais dans l'article, c'est un long récit poétique, donc avec la musicalité, etc., d'aventure héroïque. Donc il y a un héros, une héroïne dans l'histoire, où on retrouve du merveilleux. Donc des miracles, des choses un peu fantastiques, des choses voilà incroyables que le héros ou le héroïne va voir dans ce récit-là. Euh, et je me suis intéressée à ce genre littéraire parce que j'ai reçu un auteur, un jeune historien, Bruce Mateso, qui a écrit une épopée sur Nimia Aloukeni, qui était le premier, euh, disons, roi qui a créé un État unifié Congo. Et donc, quand il m'a amené ce livre et que je l'ai lu, lui, c'est vraiment un historien, mais justement, il s'est prêté au jeu de l'épopée parce qu'il en a fait un roman poétique. Et je me suis dit, ah, mais du coup, bonne idée, quelles sont les épopées qu'il y a dans les littératures africaines? Et j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, je me suis dit, mais t'as trop. Il y avait Sundiata, donc un livre qui date des années 60 et qui relate le chant des griots de Sundiata, qui était le premier roi aussi unificateur de l'Empire mandingue, et de Shaka Zulu, la même chose sur l'Empire Zoulou. Donc, j'ai parlé de ces trois épopées-là, avec la particularité qu'elles ont un héros au milieu du récit. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. Et donc, il est vrai qu'il y a d'autres épopées africaines, mais disons par exemple, il y a les épopées du Mvet avec les peuples Fang au niveau du Gabon, etc. Il y a les épopées Bambara. Donc, en fait, c'est des épopées de peuples ou d'une culture. Il y a aussi les épopées Bambara, il y a un livre dessus. Les épopées Nyanga du Zaïre, donc l'ex-République démocratique du Congo. Mais ces trois épopées-là sont quasiment les seules où il y a un héros dont on raconte l'histoire. Parce que c'est différent du conte, on retrouve beaucoup de contes, mais c'est différent parce qu'il y a un héros dont on relate les,
les succès, les aventures héroïques avec une interaction avec le monde de l'irréel, le monde qu'on ne voit pas. Donc, c'est très intéressant, mais malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai fait trois. Oui, non, mais c'est déjà. Oui, ça m'a percuté en fait parce que j'ai fait fac lettres ici au Brésil et Ouais. on étudie pas mal les épopées au début du cours, mais des épopées européennes, hein, comme l'Odyssée, l'Iliade et plutôt les. Je sais pas comment dire en français, les Lusíadas, je sais pas. Oui, oui. Mais en portugais, on Mais dit. voilà, c'est toutes des épopées grecques, quoi. Oui, en fait, on étudie aussi justement Lusíadas, que c'est l'épopée portugaise, hein. Ah, Euh, En fait, elle est incroyablement bien faite même. C'est énorme, tout des vers décasyllabes, je ne sais pas si on dit comme ça en français, avec 10 syllabes poétiques rimes, du ouais. début à la fin. C'est incroyablement construite. C'est des Camões, c'est le auteur. On étudie pas mal ça, mais j'avais jamais entendu parler des épopées africaines. Mhm. Euh, et une des fonds, bon, les épopées ont ces fonds-là aussi de bâtir un peu les, les grands faits d'une société. Cet héros, Exact. il n'est pas un héros isolé de sa société, en fait. Il est un petit peu un modèle, hein, à C'est suivre, ça. hein. Il devient une légende, Voilà, quasiment. justement, une légende, un mythe qui va guider la société. Exactement. C'est ça, les Portugais sont comme ça, les Grecs sont comme ça, les Athéniens sont comme, les Voilà, Athéniens c'est sont un comme mythe ça. fondateur de la société, quoi. Tout à fait. Comment, et en partant de cette comparaison-là, des épopées européennes, quels sont les mythes là qui construisent ces épopées que tu as lues? C'est exactement le même principe, hein. Pour savoir qu'on est une humanité qui évolue plus ou moins de la même manière. Sundiata Keita, c'était l'histoire d'un petit enfant euh, dont on a quasiment volé le trône, qui était borgne qui ne pouvait pas marcher jusque 7 ans, et qui a arraché un baobab, qui l'a ramené à sa mère, et qui, du jour au lendemain, a marché. Et grâce à lui, l'empire a été fondé, et il a aussi mis en place la charte de Kogan-Fuga, qui est une charte politique et sociale encore actuelle aujourd'hui, et qui est à la base de la construction de la société actuelle. Donc, c'est une charte politique qui fonde le monde mandingue actuel. On dit même que c'est une des premières chartes qui reconnaît les droits universels de l'homme. Donc, on a le même principe. Un jeune héros qui n'était pas prémédité à devenir ce qu'il est devenu, qui a fait des miracles et qui euh, a été à l'apogée, on va dire, de l'histoire de tout un peuple et qui, par ses principes, par ses vertus, etc., a guidé l'établissement d'une société qui vit jusqu'à aujourd'hui. La même chose pour Nimé Aloukeni, qui a recréé un système économique, un système social au Congo. La même pour Shaka Zulu. Enfin, Shaka Zulu, c'est une légende aujourd'hui dans le monde Zoulou. Donc, c'est vraiment la même dynamique, on va dire, de créer une légende qui jusqu'à aujourd'hui existe. Vous allez au Mali aujourd'hui, Soundiata Keita, c'est voilà, c'est l'empereur fondateur du Mali, quoi. La même pour Nimi Aloukeni. Donc, c'est vraiment les mêmes démarches. Et malheureusement, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas le réflexe de nous dire est-ce que dans la littérature africaine, il y a les mêmes structures. Là même, j'avais écrit un article sur les explorateurs. Quand on parle des explorateurs, c'est toujours Vasco de Gama, Stanley, Christophe Colomb. Donc on a l'impression que la découverte, qu'on a tous été des peuples passifs, sauf les Occidentaux, et qu'on s'est laissé découvert. Après, moi, sincèrement, je n'en veux pas spécialement aux Occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est leur vision du monde. Le mot on a découvert, effectivement, eux ont découvert cette partie du monde. Mais on ne peut pas dire à un Amérindien que son peuple a été découvert, lui-même est amérindien. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du Mali, qu'il a été découvert. Lui-même fait partie de cet espace-là. Donc, ça dépend toujours, l'histoire dépend du point de vue de la personne qui le raconte. La même pour les livres, d'où mon choix d'auteur africain. Donc, eux voient le monde comme ça. Eux ont découvert le monde comme ça. Donc, j'ai essayé de faire la même démarche, de me dire, mais est-ce que
en Afrique, il y a eu des explorateurs, des hommes qui ont eu la même démarche de se dire, nous aussi, on va aller voir ce qui se passe au-delà de cette montagne, de ce fleuve, etc., ou de cette mer. Et j'en ai trouvé quelques-uns, certains qu'on associe à la légende, certains dont on dit qu'ils ont existé, mais dont on remet en cause les textes. Donc, il y a toujours malheureusement ce regard un peu dénigrant de se dire, oui, mais est-ce que ces personnes-là ont vraiment vu ça, ont vraiment fait ça? Dénigrement que l'on ne voit pas concernant les explorateurs ou auteurs occidentaux, parce que c'est eux qui maîtrisent le langage euh, dominant. Mais il y a toujours cette démarche-là. Enfin, le monde n'a pas existé il y a 5 siècles. Donc, c'est intéressant en fait de nous dire que du point de vue africain, nous aussi on a vu le monde, nous aussi on a recherché le monde, nous aussi on a eu des héros légendaires. Donc voilà, c'est ce travail de recherche qui nous permet un petit peu de rééquilibrer l'apport de chaque peuple dans l'histoire de l'humanité. Mais la structure, le genre littéraire de l'épopée est quasiment similaire à l'Odyssée ou l'Iliade, etc. Donc voilà, moi, je me dis, il y a eu tellement de héros de femmes aussi. Il y a Nzinga que peut-être tu dois connaître, etc. Ce serait magnifique d'avoir une épopée sur elle, par exemple, parce c'est une force de caractère aussi incroyable. Donc pourquoi pas? Peut-être que ça peut nous stimuler à écrire d'autres épopées, je sais pas. Mais voilà, comment dire, il y a matière, hein. Il y a matière, définitivement. Euh, En fait, c'est intéressant ce que tu as dit parce que la propre définition de qu'est-ce qu'une épopée, elle est européenne, quoi. Donc, c'est difficile de prendre des œuvres africaines et mettre dans ces modèles et dire, ah, ça c'est une épopée africaine, ça c'est pas, parce que c'est pas le modèle européen, hein. Et en pensant à ce que tu as dit, j'ai pensé à Kirikou. Kirikou, c'est une vraie Ouais. épopée africaine, quoi, parce que c'est un héros, il fait tout, Ah j'adore bah oui, cette non mais histoire. l'histoire de Kirikou, elle est profonde hein, en soi. Mais tu sais, ce qui est bien dans les histoires comme ça, c'est comme les contes. C'est des histoires pour les petits et les grands. Ouais. Et c'est fabuleux, je trouve, parce que derrière un conte, il y a tellement de morale, de principes, etc., que l'on peut nous-mêmes, adultes, comprendre et que les enfants, même en bas âge, peuvent comprendre. Donc c'est un genre littéraire fabuleux, le conte, vraiment. Oui, tout à fait. Euh, oui, et justement, c'est ça que je mettais en question, hein, que la limite entre les contes et l'épopée, sans considérer cette classification européenne, hein, parce qu'il y a cette question de la poésie, la structure poétique de l'épopée, hein, Mm. c'est pas seulement raconter des aventures. Mais si on pense dans la littérature orale, peut-être que Kirikou aurait cette place aussi d'épopée, tu vois. À l'épopée, tu vois, par exemple, Sundiata, c'est une histoire que les griots racontent en musicalité, c'est-à-dire qu'elle est chantée. Ouais, Donc, il y a vraiment cet aspect dans l'épopée, une sorte de musicalité qui est associée. Le conte, c'est une histoire, effectivement, dans laquelle intervient le merveilleux, etc. Et l'épopée aussi, c'est vrai, enfin, comme Kirikou, il y a un personnage principal, donc c'est pas un argument. Mais voilà, il y a ce rapport à la musicalité ouais, qui est intéressant. Et le conte, voilà, c'est vraiment, c'est une histoire, on va dire, où la morale a beaucoup de place. Parce qu'à la fin d'un conte, on retient une leçon primordiale. Dans l'épopée, on retient la légende, le mythe de la ouais. personne. Donc, il y a ce rapport un petit peu, on va dire, c'est peut-être la plus grosse différence entre le conte où on apprend des choses, des valeurs, et l'épopée où on retient le destin héroïque d'une personne qui a bouleversé une société. Ouais. Voilà, parfait. Très bon même. Ouais, en fait, j'ai envie de lire ces épopées-là, mais d'ici d'ici du Brésil, c'est un peu compliqué parfois de trouver des œuvres en Ouais. français même, quoi. Mais voilà, ça ira. Bon, et en parlant des livres, moi, en tant que quatrième génération des métis,
Je viens de ces non-lieux d'origine appelés Brésil. Crois-tu que les livres puissent m'aider aussi? Évidemment. Mais quel que soit, on va dire, euh, quelles que soient les questions que l'on se pose dans la vie, quelles que soient les recherches qu'on essaie de faire, le livre est un support fabuleux parce que, premièrement, il nous permet de prendre le temps donc, et de saisir chaque détail de chaque mot. On peut revenir sur les pages, continuer, s'arrêter, reprendre. Donc, je trouve que c'est un support de recherche qui est fabuleux et qui est extrêmement bon pour le cerveau parce que c'est quand même fabuleux que juste le fait de lire des lignes sur une feuille blanche nous permette d'imaginer, de nous questionner, de nous émouvoir, de nous énerver, enfin de provoquer en nous des émotions. Donc, effectivement, le Brésil, comme une autre partie du monde, la littérature euh, est certainement un excellent compagnon. Comme chaque, on va dire, outil ou support culturel, mais voilà, pour moi, le livre, c'est un outil qui nous permet aussi de prendre le temps. La musique peut passer en 3 minutes. C'est pas agréable de revenir sur une musique tout le temps. Un film aussi, on a envie de le voir d'une traite et de le finir. Un livre respecte notre rythme, respecte notre euh, voilà l'évolution naturelle de questionnement que notre cerveau peut poser. Le livre peut nous renvoyer vers un autre livre. Voilà, le livre peut nous aider à construire ce cheminement de recherche intellectuelle. En note de bas de page, il y a toujours une référence à un autre livre. Il y a un mythe qui est là, ben, il y a une note de bas de page qui va nous l'expliquer. Donc voilà, il y a vraiment ce respect du rythme dans le livre, je trouve. Et la littérature, c'est fabuleux parce qu'il y a ce côté un petit peu d'histoire qui nous permet un petit peu de stimuler notre imaginaire et de penser peut-être qu'on vit une période alors qu'on n'est plus dedans. Moi, il y a des livres qui m'ont permis de comprendre l'indépendance. Il y a des histoires que je ne connaissais même pas. L'indépendance du Cameroun, qui a été sanglante et dont on ne parle absolument pas. Euh, et voilà, je découvre le monde Congo, un empire fabuleux qui a apporté tellement et qui aujourd'hui, je sais pas, souffre d'un dérèglement terrible. Euh, je vois un monde arabe aujourd'hui en Tunisie qui, il y a quelque temps, était romain et fondamentalement occidentalisé. Donc voilà, je sais pas, je trouve juste que le livre est un compagnon idéal dans cette démarche parce qu'il respecte le rythme, il respecte les questionnements et apporte tant de choses que peut-être un autre support euh, voilà, ne donnerait pas la même temporalité pour faire ça. Oui. Et parfois, le livre est tellement fort qu'on sort du livre quand même. On lit, on dit, quoi, et on revient à la vie, on regarde Exactement. autour de nous, on dit, ouais. Ça nous Et choque, c'est hein. incroyable. Ben oui, et il y a tellement, en plus, ça nous enrichit tellement en termes de vocabulaire, en termes de nouveaux concepts, il ne faut pas oublier que le livre aussi permet naturellement l'écriture. Je remarque souvent, tu confirmeras ou pas, mais quand on lit beaucoup, naturellement, on a envie d'écrire. Je sais pas, l'écriture arrive donc. Et peut-être ça peut nous donner à nous-mêmes une envie d'écrire des choses, d'écrire pour soi, d'écrire pour les autres. Donc c'est vraiment un exercice très complet, on va dire, un exercice intellectuel très complet qui peut être accessible à tous parce qu'il y a des petits formats, des grands formats, des livres accessibles, un peu moins accessibles. Donc ils s'adaptent à la complexité, à notre avancement. Et je trouve ça fabuleux, hein, ce que le livre peut apporter, sincèrement. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est intéressant, cette semaine, il y a un chanteur brésilien très célèbre qui c'est Caetano Veloso. Je ne sais Mhm. pas si tu as déjà entendu parler, mais euh, il a fait, je pense qu'il y a cette semaine, la semaine dernière. Ah, bon, il vient d'accomplir ses 80, je pense qu'il a fait 80 ans.
Et il parlait dans un entretien à propos oui, du libéralisme, parce qu'au Brésil maintenant, bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette vague libéraliste d'ici un mois, oui, je crois, un mois, presque un mois et quelque chose. On va voter les présidentielles. Je pense qu'on va Bon nous vote alors. délivrer de cet enculé-là. Mais, mais ce que c'est pas, c'est que ces chanteurs-là, Caetano, ils supportaient avant les libéralismes. Mhm. Et il parlait, et dans cet entretien la semaine dernière, il a dit, bon, je ne supporte plus, j'ai fait cette révision littéraire qui m'a permis de revoir mes concepts. Et aujourd'hui, j'ai fait cette révision grâce à un YouTuber de, qui a parlé d'un auteur. Et j'ai lu ces auteurs, cet auteur-là. Et grâce à lui, j'ai fait cette révision littéraire. Et aujourd'hui, je sais que c'est pas la bonne voie. Et je dis, quoi, le mec, il a 81 et c'est un mythe, une légende de la chanson brésilienne. Et il a ce travail de révision littéraire, de continuer à progresser, d'être intéressé à être là, à comprendre le monde et tout, hein. C'est très... Mais un livre, c'est pas pour... voilà, un livre, sincèrement, peut changer une vie. Moi, le fait de lire un seul livre, franchement, a complètement changé la directive de ma vie. C'était une découverte fabuleuse et je me rappelle même avoir rencontré l'auteur du livre qui m'avait bouleversée. Et je lui ai sincèrement dit, monsieur, vous avez fondamentalement changé ma vie. Il y a 2 ans, je travaillais dans un bureau, je faisais mes activités comme si de rien n'était. Et le fait d'ouvrir le livre, mais j'ai réalisé que j'étais j'étais sur le bord d'un océan infini de connaissances. Et je devais nager, nager pour arriver à l'autre rive qui était chez moi, quoi. Donc, euh, donc vraiment, le bon livre et on le voit même maintenant, hein. Bon, après, c'est la bulle du développement personnel, ça c'est un autre sujet, mais les gens consomment du livre dans l'objectif de pouvoir changer de vie. Et le livre, si on le valorise, ne serait-ce qu'à sa minime valeur, peut créer un tournant dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Euh, bon, je vais te poser une question assez méchante maintenant pour quelqu'un qui travaille, qui aime, qui lit les livres. Mais voilà, quel est ton livre préféré? Bah ça, moi, j'ai pas de réponse, hein. C'est question impossible. Mais mais il y a des livres qui m'ont marqué dans leur structure, dans leur discours, parce que bon, plus on lit des livres, malheureusement, plus on cherche l'originalité. Parce que les histoires, généralement, se structurent de la même manière, hein. Tout va bien, puis il y a un élément perturbateur, et voilà. Donc, on reconnaît la structure du livre. Maintenant, je cherche des livres qui me, qui me bouleversent un peu. Donc, je me rappelle, j'avais lu Reste avec moi d'Ayomi Adebayo, c'est une Nigériane. C'était son premier livre et c'est un livre qui m'a émue, mais qui m'a tellement fait pleurer parce que l'histoire est profondément bouleversante et la manière dont elle l'a racontée à la fin du livre, mais il y avait des cascades qui sortaient de mes yeux, quoi. Donc là, je me dis, waouh, on est face à un livre exceptionnel. Il y a aussi Le Dernier Goncourt, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar. Et ce qui était fascinant dans ce livre-là, c'est qu'il a changé ma manière de lire, pardon, parce que il nous emmène dans une enquête. J'ai pas envie de spoiler, hein, parce que ce serait horrible de ma part. Ah ouais, Mais oui. il remet en cause, au fait, notre rapport à la littérature. On commence d'une manière assez creuse, assez banale. Au milieu du livre, on se dit, mais pourquoi est-ce que je lis ce livre? Et à la fin, en fait, on se dit, oh là là, je dois revoir tout mon rapport à la littérature. Et Wow. après, ouais, c'est vraiment génial. Après, il y a tous les... Moi, j'ai beaucoup de, de, de- d'émotions quand je lis, je retrouve des livres un peu rares, surtout des livres d'histoire.
Ça, c'est mes livres préférés, les livres qui n'existent plus. Ah, ouais. Parce que voilà, je me dis, c'est des connaissances oubliées. C'est vraiment un thème important pour moi. Dernièrement, je parlais sur mon blog de Histoire générale de l'Afrique noire de Joseph Kizerbo, qui est un illustre historien qui s'est dédié à l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est un des seuls livres généralistes sur l'histoire de l'Afrique qui a été traduit en plusieurs langues et qu'aujourd'hui n'est plus édité. Et les seuls livres généralistes sur l'histoire de l'Afrique sont écrits par exemple, Bernard Lugan, etc., que je ne conseille absolument pas. Mais voilà, c'est un des seuls historiens africains qui a mis 10 ans de sa vie à écrire un livre général sur l'Afrique et qu'on retrouve difficilement aujourd'hui. Et ce livre doit fondamentalement être réédité et continué parce qu'il s'arrête aux années 60, ses indépendances. Et maintenant, voilà, il nous faut un renouveau, il nous faut une mise à jour. Donc voilà, les livres que j'aime beaucoup, c'est les livres qui me bouleversent, qui changent ma manière de voir les choses, ma manière de ressentir le livre. Et c'est tous les livres, en fait, qu'on ne retrouve plus et qui sont un vivier de connaissances. Et j'espère qu'un jour, on pourra, qui pourront être disponibles. Pourquoi, comment est-ce qu'ils pourront être disponibles si nous, lecteurs, les faisons vivre, si nous, lecteurs, les sollicitons? Donc, c'est un appel aux lecteurs de continuer à lire, parce que sans les lecteurs, il n'y a plus de livres. Donc voilà, pour ne plus être dans cette dynamique un peu de livres rares et qu'on n'ait pas à nous dire ah, si je veux accéder à ce livre, il faut que je dépense des centaines d'euros, des milliers d'euros parce qu'il n'existe plus. Et c'est quand le livre n'existe plus qu'on réalise à quel point il est important. Déjà parce qu'il coûte extrêmement cher Ouais. et qu'il n'est plus disponible et qu'il faut qu'on bataille pour le trouver. Donc, voilà, c'est mes livres préférés, ceux qui n'existent plus, et c'est ceux qui bouleversent mon rapport à la littérature. Ouais, parfait. Et est-ce qu'il y a un livre, une petite Bible là, que tu reviens parfois, que tu lis Mhm. plusieurs fois, par exemple? Bah, Ou... franchement, c'est beaucoup mes livres d'histoire. Sundiata, bah, le livre dont je t'ai parlé là sur l'épopée mandingue, j'aime beaucoup parce que c'est la littérature orale mise à l'écrit. Donc, ça nous permet vraiment de bien nous imprégner de la euh, rythmique africaine. Voilà, c'est pas de la prose européenne qui décrit un monde africain, c'est vraiment la prose africaine qui raconte l'histoire d'un de ses héros. Donc, c'est une musicalité différente. Voilà, on sent sans rentrer dans le cliché, hein, parce que l'idée, c'est pas de donner une vision exotique de l'Afrique. Malheureusement, il y a pas mal d'auteurs qui tombent dans ce cliché-là, qui nourrissent une vision euh, cliché de l'Afrique euh, exotique de ce qu'elle peut être. Mais voilà, l'auteur Djibril Tamsiane, quand il a écrit Sundiata, il n'a pas, il a pas imaginé ce qu'était l'histoire. Il a fait des recherches auprès des griots de tout le Mandingue pour retranscrire l'histoire de ce héros. Donc là, on reconnaît vraiment la prose africaine et ça, je trouve ça génial, au-delà voilà, des nouveaux auteurs qui tombent dans de la prose occidentale pour rendre exotique une Afrique qui n'est plus. Donc ça, c'est, voilà. Je dirais Sundiata, Reste avec moi de Ayomi Adebayo et La plus secrète mémoire des hommes. Peut-être si je peux me permettre de proposer des livres aux personnes qui nous écoutent. Ouais. Si tu me le permets, en fait, j'aimerais savoir si tu connais Mia Couto. Mia Couto, oui, bien sûr. Oui, c'est incroyable. C'est un genre de livre qui nous bouleverse. Vraiment, Exact. les contes de Mia Couto sont Un vraiment grand auteur, incroyables. d'ailleurs. Je te conseille, bien sûr. Oui. J'ai demandé si tu connaissais parce que comme il écrit en portugais, je ne savais pas comment c'était le niveau de Mais il est bien, traduction. ses livres sont largement traduits hein, Ah en oui, français. j'imagine. Ah, c'est Ah bon. oui, oui, oui. C'est Parce que bon. parfois, il y a cette problématique de langue, effectivement. Moi, quand j'étais au Cap-Vert, c'était très difficile pour moi de trouver des auteurs capverdiens traduits en français. Donc, effectivement, on est lié par l'histoire, mais il y a des langues qui sont majoritaires, le français, l'anglais, le portugais aussi. Donc, il y a cette problématique parfois de traduction qui est à prendre en compte. Mais heureusement qu'on a encore du Mio Quinto, par exemple,
qui sont traduits. Donc, Oui. on peut encore. Mais ouais, pour le Cap-Vert, c'était un petit peu. C'était pas évident. En plus, le Cap-Vert, ouais, c'est un petit pays. Donc, il faut vraiment voilà, qu'il y ait un auteur exceptionnel capverdien qui soit traduit à l'étranger. Mais il en existe. J'avais fait une sélection dans le blog pour mettre en valeur aussi l'apport des Capverdiens dans la littérature. Oui, non, parfait. Alors, Marianne, est-ce qu'il y a une question que j'ai pas faite que tu penses que c'est important de répondre? Quelque chose comme ça. Bah, je pense que on a bien échangé sur les choses importantes. Ah oui, peut-être si je devais expliquer pourquoi au pays du baobab, le nom du blog. Ah oui, c'est une bonne question en fait que j'ai oublié. Je pense que c'est important. Bon, Marianne, Par pourquoi, curiosité. pourquoi le nom au pays du baobab? Alors, quand je cherchais un nom de blog, je voulais pas mettre quelque chose afro, littérature. Parce que pour moi, afro, c'est trop vague et ça dit beaucoup de choses en même temps. Donc, voilà, je voulais mettre une touche un peu personnelle dans ce rapport-là. Et, euh, et je me suis souvenu que quand j'allais au Mali voir mes grands-parents, la première chose, le premier réflexe qu'on avait quand on retournait au village, c'était on marchait en famille pour aller voir le baobab, au loin, le baobab du village. Et c'est là où on prenait toutes nos photos d'enfance. Donc, on a tous des photos près du baobab, dans le trou, sur les arbres, à l'extérieur. Donc, voilà, je voulais rendre hommage à cette démarche de retour un peu aux sources. Et je me suis dit, ben, en fait, ce retour aux sources est lié à cette petite marche que je faisais quand je allais au Baobab. Donc, j'ai tout simplement appelé ça au pays du Baobab, qui me rappelait, au fait, ce souvenir régulier. Et au pays, voilà, donc, voilà, c'est comme un retour au pays de chacun, au peuple de chacun. Donc, voilà, il y a cette démarche de retour à soi. Retour à la famille, à l'ancrage, au pays. Donc, c'est lié à ça. À ce Non. souvenir, on va dire, que j'ai. Et le baobab, je sais que un arbre voilà, qui résonne dans chaque culture du continent. Donc, Oui, c'est un arbre majeur, hein, une énorme importance hein, dans la exactement. culture Et un religieuse arbre et tout. aussi qui reste de génération en génération. Donc, c'est un arbre séculaire, millénaire. Euh, Donc, il y a vraiment cette image de long chemin, de génération en génération, de retour aux sources, de pays natal. Donc, il y a toutes ces idées, on va dire, dans ce titre que j'ai choisi. Oui, c'est parfait, vraiment. C'est tout, l'histoire, c'est belle et le titre, c'est incroyable. On voit immédiatement ça. Hein. À travers le titre, il nous parle vraiment ça. Voilà. Bon, malheureusement, on arrive à la fin. Sinon, on va parler là toute la journée. Euh, alors, normalement, on pose une toute petite question à la fin, que c'est qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain avec des indications de lecture, séries, films, enfin, ce que tu veux nous indiquer même. Bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, si pour commencer par exemple avec les films, si, il y a des films vraiment qui m'ont marqué, mais c'est plus des documentaires culturels qui m'ont vraiment ému. Il y en a deux en particulier. Le premier s'appelle Système K de Renaud Barré et il parle des artistes contemporains de Kinshasa. Et c'est un documentaire qui m'avait beaucoup ému parce que voilà, on voit le Congo dans sa créativité, mais aussi dans sa souffrance, parce qu'on sait que c'est un pays extrêmement riche, mais où il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'inégalités, d'injustice, de guerre. Bon, il n'y a pas que ça. Et justement, comme il n'y a pas que ça, on voyait que l'auteur voulait mettre en avant, le réalisateur, la créativité des gens, leur résilience. Et on voyait Kinshasa comme une grande galerie d'art contemporain. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Et tout était objet d'art. Toute la ville pouvait créer un nouvel art. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et le deuxième, qui est disponible d'ailleurs sur Netflix, il s'appelle Son of the Soil. Et c'est un artiste malien qui a essayé de reconstituer la cour royale de Kankoumoussa.
Kankou Moussa, qui était un empereur mandingue dont on dit qu'il était l'homme le plus riche de l'humanité, 14e siècle. Donc, il a essayé un petit peu de recréer cette cour et c'est magnifique. On voyait des hommes avec de la poudre d'or sur les mains, l'empereur qui était au milieu de la cour. Et c'est vrai qu'on manque de représentation parce qu'on va parler d'un royaume ou d'un autre. Aujourd'hui, la cour de Versailles, on sait à quoi elle ressemble. Mais la cour de Kankou Moussa, l'homme le plus riche de l'humanité, à quoi est-ce que ressemblait cette cour? On a vraiment ce besoin de représentation historique. Donc voilà, Système K, magnifique pour découvrir Kinshasa aujourd'hui dans toute sa créativité. Et Son of the Soil, qui nous permet un petit peu de voir le travail de reconstruction de l'imaginaire de l'histoire africaine. Et celui-là est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent. Concernant les podcasts, là, il y a vraiment deux, trois podcasts justement qui parlent de littérature africaine qui sont vraiment géniaux. Il y a Aquabook euh, euh, qui est disponible sur Spotify, etc. Ils sont tous disponibles sur Spotify, qui est très sympa parce qu'il parle justement de l'actualité littéraire. Et c'est une personne voilà, que je connais, qui m'avait invité d'ailleurs à un épisode, et je lui avais parlé d'un livre qui s'appelle Mathématiques congolaises. Génial, ce livre, je le conseille aussi. Euh, et elle invite ou des auteurs ou des acteurs de la littérature africaine pour parler d'un livre qu'ils ont apprécié ou qu'ils ont écrit. Donc, ça nous permet un peu de nous ancrer dans l'actualité littéraire. Il y a Kumafo. C'est un podcast aussi qui permet, c'est une jeune, je crois, malienne, qui va voir les griots et qui les enregistre pour qu'ils parlent d'une partie de l'histoire de l'Empire mandingue, du peuple mandingue. Donc, on entend les griots parler en malinké ou en bambara et elle traduit. Donc, il y a vraiment, on a vraiment l'impression d'être parmi eux. Et ça, je trouve que c'est génial. Et il y a un podcast aussi que j'écoute beaucoup qui s'appelle Le Salon du livre d'Assel Nadal. Assel Nadal qui est vraiment très active dans le milieu littéraire africain. Et elle, voilà, elle va pas parler que de livres ou que d'auteurs, mais de toute la dynamique derrière le livre. Ça peut être l'économie du livre, la distribution, les prix littéraires. Donc, c'est très général et très complet. Donc, voilà, il y a Aquabook sur les auteurs, il y a Kumafo sur l'histoire, et il y a le Salon du livre sur, on va dire, le monde du livre africain. Voilà, c'est les trois podcasts que je propose à ceux qui sont intéressés par les livres. Et en recommandation de livres, je n'arrêterai jamais. Donc voilà, j'ai parlé des trois ou quatre livres. Je ne veux pas en proposer 1000, mais voilà, si vous avez besoin si les personnes qui nous écoutent ont besoin de recommandations, bien évidemment, il y a le blog. On peut prendre le temps pour trouver tous les livres qui nous intéressent. J'essaie de classer ça en classique, en épopée. Ça dépend, vraiment, ça dépend de mon humeur pour que les personnes puissent trouver un petit peu ce qui leur convient en fonction voilà, de leur recherche ou de leur mood actuel. Ouais, voilà. Et comment c'est le blog déjà? Le... Le blog, sur Instagram, c'est Au Pays du Baobab et le site internet, c'est aupaysdubaobab.com. Et si vous avez besoin d'échanger avec moi, mon mail, c'est aupaysdubaobab tout attaché @gmail.com. Voilà, parfait. Et Bon, sinon, je suis disponible en podcast à la radio sur Africa Radio. Donc, il y a mes podcasts vous pouvez trouver les liens ou sur africaradio.com dans la section Parlons littérature. Donc, c'est tous les lundis à 11h en temps universel. Sinon, il y a les podcasts de disponibles. Et il y a aussi ma chronique sur Week-end africain dans la radio Mon Paris FM. Il y a tous les liens des podcasts sur mon site internet que vous pouvez réécouter à votre convenance. voilà. Et là, si vous accédez euh, l'Instagram au pays du Baobab, vous aurez accès au Linktree, le lien là. Oui, oui, avec tous les Oui, liens. avec tous les liens. Et voilà, il y a pas mal de choses. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en fait, avant tout, Marianne, merci beaucoup, en fait. Vraiment, j'ai beaucoup aimé notre échange. Merci à toi. Euh, et à ceux qui nous écoutent, suivez au pays du Baobab, accédez tous les travaux
qui m'ait rien fait parce que ça vaut la peine. Merci, c'est Et gentil. voilà. Merci beaucoup, vraiment, et à la prochaine. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonsoirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.